Salut tout le monde, je m'appelle Célia. J'ai 17 ans. La plupart des gens aiment la pizza. J'en fais partie. Mais malheureusement, ma relation avec la pizza est plutôt une obsession. La pizza est la seule chose que je mange au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Vous pensez peut-être que je mange différentes sortes de pizza à chaque fois, mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, je ne peux manger que comme ça. Pizza au fromage le matin, pizza aux champignons le midi, et encore une pizza au fromage le soir. Impossible pour moi de manger une pizza aux champignons au petit-déj ou encore une pizza au fromage au déjeuner. Le problème, c'est que je suis extrêmement difficile en matière de nourriture. Je suis difficile avec la nourriture depuis toute petite. Et quand je dis difficile avec la nourriture, ne pensez pas à la fine bouche classique. Par exemple, certains n'aiment pas les tomates, d'autres ne mangent jamais d'œufs, et d'autres encore ont la nausée rien qu'à la vue de la viande. C'était pas comme ça pour moi. La liste de ce que je mangeais pas était plus longue que celle de ce que je mangeais. Par exemple, pendant 4 ou 5 mois, je ne mangeais que des carottes. Puis un jour, j'ai soudainement arrêté et j'ai commencé à ne manger que des tartines avec de la confiture. Je ne pouvais manger rien d'autre pendant ces phases. Je voulais manger que ce seul truc que j'aimais et j'arrêtais d'en manger que quand je m'en lassais. Ma mère a dit que je tiens ce trait de mon grand-père. Je ne l'ai jamais rencontré puisqu'il est mort avant ma naissance. Je me dispute beaucoup avec ma mère à propos de la nourriture. C'est lors d'une de nos disputes qu'elle m'a parlé en larmes de son père, mon grand-père. Ton grand-père était comme toi. Il a même caché cette habitude pour ne pas nous donner un mauvais exemple. Je me souviens pas qu'il ait mangé avec nous, jamais. Même s'il s'asseyait avec nous, il ne mangeait rien. Je suis rassasiée. Savourez votre repas, disait-il. On a découvert plus tard qu'il ne pouvait manger que très peu de choses. D'après ta grand-mère, il ne pouvait manger que du poulet bouilli et des légumes cuits à la vapeur. Il disait qu'il ne pouvait rien manger d'autre parce qu'il ne supportait pas l'odeur des autres aliments. J'ai été très triste pour lui quand j'ai appris ça. Comment est-ce possible de ne manger que du poulet et des légumes toute sa vie? Mais ton grand-père l'a fait. C'est pourquoi je suis si triste de voir que tu vis la même chose. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas de ta faute. Ma mère avait raison d'être triste, mais comme elle l'a dit, je ne le contrôlais pas. Et mon obsession pour la pizza n'avait même pas commencé quand on a eu cette conversation. Même si je traversais ces phases, je mangeais au moins des choses différentes. Malheureusement, mon cas n'a fait qu'empirer. Ces 6 dernières années, je n'ai survécu que grâce à la pizza. Je me souviens exactement comment mon obsession de la pizza est née. C'était un samedi. Mes parents travaillaient tous les deux dans le secteur pharmaceutique. Ils allaient à une conférence ensemble. Juste au moment où ils partaient, mon père s'est effondré par terre. Il tenait sa poitrine. On a tout de suite appelé une ambulance. Ma mère est allée à l'hôpital avec mon père. Tout s'est passé en un instant. J'ai regretté de ne pas être allée avec eux à l'hôpital. Je marchais dans la maison malade d'inquiétude. Quelques heures plus tard, ma mère a appelé. Comme on l'avait pensé, mon père avait une crise cardiaque. Heureusement, il a survécu parce qu'ils ont pu le soigner à temps. Il allait vraiment bien, il a fait des examens. Ma mère a dit qu'il reviendrait à la maison après avoir obtenu les résultats. J'ai même parlé à mon père un moment. J'étais soulagée par la bonne nouvelle. Il était presque midi. J'ai réalisé que je n'avais toujours pas pris de petit-déj. Comme j'étais de bonne humeur, je me suis dit « je vais manger autre chose ». J'en parlerai à maman quand elle reviendra, elle sera super contente. En regardant dans le frigo, j'ai vu 3 pizzas surgelées. J'en ai choisi une au hasard. C'était la pizza au fromage. Je l'ai fait chauffer au four et je l'ai mangée au petit-déj. J'étais quelqu'un qui mangeait rarement de la pizza. Je me suis dit, j'avais oublié le goût, c'est plutôt bon. Les médecins voulaient garder mon père à l'hôpital pour la nuit. Ils devaient faire d'autres tests. J'ai dit à ma mère, t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller toute seule. Mais elle ne m'a pas écoutée et m'a dit que tante Julie viendrait passer la nuit avec moi. J'étais super contente de revoir ma tante préférée. J'ai décidé de manger une pizza à nouveau pour le déjeuner. J'ai sorti une des 2 pizzas restantes sans regarder, et comme vous pouvez le deviner, c'était celle aux champignons. Ma tante m'a appelée pour me dire qu'elle avait eu un imprévu. Elle viendrait plus tard. J'ai donc mangé cette dernière pizza pour le dîner. C'était une pizza au fromage. C'est comme ça que j'avais préparé mon menu pour les 6 prochaines années. Pizza au fromage le matin, pizza aux champignons le midi, et encore une pizza au fromage le soir. Le lendemain matin, je me suis réveillée en ayant envie d'une pizza au fromage. J'ai dit à ma tante que je voulais manger une pizza au petit-déj. Même si elle était surprise, elle n'a pas refusé, parce qu'elle savait que j'étais pointilleuse sur la nourriture. Elle m'a aussi laissé manger une pizza aux champignons pour le déjeuner. Voilà mon histoire avec la pizza. Et malheureusement, elle a pris le dessus sur ma vie.
Dans les jours et les années qui ont suivi, même si ma mère était très contrariée, elle a dû me laisser manger de la pizza, parce que je refusais de manger autre chose. Comme elle savait que c'était un problème qui nécessitait un traitement, elle a essayé de me faire soigner à plusieurs reprises, mais rien n'a marché. Parmi ces tentatives, la plus étrange était celle d'un psychiatre. D'abord, on a fait une séance de thérapie classique. Il m'a posé des questions pour essayer de comprendre pourquoi je mangeais ainsi. J'ai répondu sincèrement à toutes ces questions. Lors de la séance suivante, il m'a suggéré de manger autre chose que de la pizza. Ça n'a pas marché, alors il a essayé de me faire peur en me disant « Tu ne grandiras pas si tu t'en tiens à un régime alimentaire unique. Si tu ne manges que de la pizza, tu vas grossir et personne ne t'aimera plus. Tu n'auras jamais de petit ami. » Ça n'a pas fonctionné non plus. Il a commencé à me crier dessus et même à me menacer lors de la séance suivante. « Tu es une petite fille gâtée. Tu fais ça pour attirer de l'attention. Si tu continues à manger de la pizza, je vais écrire un rapport et ils te mettront dans un asile psychiatrique, » a-t-il dit. Évidemment, ce fut ma dernière séance avec lui. Quand j'ai raconté à ma mère ce qu'il m'avait dit pendant cette séance, elle m'a plus jamais envoyé là-bas. Cet homme était encore plus détraqué que moi. J'avais peur qu'il transforme son échec en une obsession et qu'il continue à me harceler au téléphone. À part ça, ma mère a fait une autre tentative de guérison bizarre. C'était créatif et intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ma mère avait vu à la télé une émission sur les gens ayant des obsessions alimentaires comme la mienne. Dans l'épisode, il y avait un type qui ne mangeait que des hamburgers depuis l'âge de 5 ans. Les producteurs de l'émission ont préparé un petit spectacle pour le bouleverser. Cet homme mangeait 4 burgers par jour. Ça fait 28 burgers par semaine, soit 1456 burgers par an. Ils ont chargé un camion de 1456 burgers et l'ont conduit jusqu'à la maison du type. Puis ils l'ont appelé dehors et ont déchargé les 1456 hamburgers devant lui. Ils lui ont dit « C'est exactement le nombre de burgers que vous consommez en un an. » Il était choqué et triste, il a même pleuré. Finalement, il a décidé de se faire soigner. Ma pauvre mère voulait créer le même spectacle pour raisonner sa fille. Elle a trouvé le numéro de téléphone de l'émission de télévision et les a appelés. Ils n'étaient pas intéressés, car ils avaient déjà eu un accro de la pizza dans un autre épisode. Ma mère a décidé de tout organiser elle-même. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dépenser autant d'argent d'un seul coup. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a appelé une grande chaîne d'information et leur a parlé de moi. Ça va être un sacré spectacle. Ma fille n'est pas au courant. Nous verrons ensemble sa réaction. Ce serait un reportage captivant pour vous. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés par le tournage de l'histoire. Après ça, ma mère a contacté une grande marque de pizza. Lorsque les responsables de l'entreprise ont appris que la performance de ma mère allait être diffusée à la télé, ils ont accepté de la sponsoriser. Un matin, je me suis levée comme d'hab. Ma mère était dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle m'a dit « J'ai une surprise spéciale pour toi ce dimanche. J'ai commandé pour toi dans une super pizzeria. Ça devrait arriver d'un moment à l'autre. » Une demi-heure plus tard, on a sonné à la porte. Ma mère me tenait par la main. Elle m'a emmenée dehors et je la regardais. Il y avait un camion garé devant la maison rempli de boîtes de pizza. J'ai compris que ma mère préparait quelque chose quand j'ai vu un journaliste et un caméraman dans la rue. Elle m'a demandé « Célia, combien de pizzas penses-tu qu'il y ait dans ce camion ?» « Aucune idée, » je lui ai dit. « Puisque tu manges 3 pizzas par jour, combien font 3 fois 365 ? Oui, ce sont les 1095 pizzas que tu manges chaque année. Comment peux-tu manger autant de pizzas ? Chérie, s'il te plaît, arrête. Et fais-le devant les caméras, pour que tout le monde soit au courant de ta décision. » J'ai regardé les boîtes de pizza, j'ai dit « Maman, si on rassemblait tout ton maquillage, ou tout le popcorn que papa mange en regardant le foot tout au long de l'année, on aurait un tas aussi énorme que celui-ci. Je suis désolée, maman, mais je sais pas pourquoi tu fais ça. » Ma mère était incroyablement bouleversée. Et elle avait raison. Elle a travaillé dur pour faire ça, et ses intentions étaient bonnes. J'aurais pu lui faire un câlin ou dire quelque chose de sympa. Non. Je me suis retournée et je suis rentrée. Maintenant, quand j'y pense, je réalise bien que j'ai vraiment agi comme une adolescente. Malheureusement, il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire. J'ai 17 ans maintenant, et ça fait 6 années que je mange 3 pizzas par jour. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à manger comme ça. Je sais que c'est pas bien ce que je fais là, et je recommande sûrement à personne de faire pareil. Mais c'est ma vérité. Je dois en parler, et vous pouvez en tirer vos propres conclusions.
Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Bye bye. Salut! L'histoire que je vais vous raconter a eu lieu à New York. Une fois que vous l'aurez entendue, je suis sûr que vous voudrez la partager avec quelqu'un. Car elle est intéressante de bien des façons. Vous serez certainement impressionné par la fin aussi. Notre histoire commence lorsque Bobby, 19 ans, arrive à l'université où il va étudier. C'était son premier jour à l'école. Naturellement, il ne connaissait personne. C'était la première fois qu'il s'éloignait de sa famille. Il était excité et un peu nerveux. Il allait loger dans un dortoir du campus. Il voulait aller s'installer dans sa chambre tout de suite. Alors qu'il se dirigeait vers le dortoir, en portant sa valise, des choses étranges ont commencé à se produire. D'autres étudiants le saluaient en lui disant « Salut, quoi de neuf ? Comment ça s'est passé ton été ? C'est cool de te revoir. » Ils semblaient tous le connaître. Même s'ils se comportaient comme ses amis, c'était la première fois que Bobby les voyait. C'était presque comme une blague de caméra cachée. Finalement, il est arrivé à son dortoir. Quand il est entré, quelqu'un a crié « Bon retour, Eddie !» Eddie ? Qui c'est ? Quelqu'un d'autre a dit « Salut, Eddie !» Il n'en pouvait plus. « Mon nom n'est pas Eddie !» a-t-il dit. La personne lui a souri en disant « T'es si drôle, Eddie !» Bobby a trouvé sa chambre. Il a commencé à défaire sa valise. On a frappé à la porte. Quand il l'a ouverte, il y avait un type d'environ son âge. Alors que Bobby attendait qu'il dise quelque chose, les yeux du type se sont élargis. Il est resté sans voix pendant un moment. Puis il a demandé « Tu es né le 12 juillet ?» Quand Bobby a dit « Oui », le gars a dit « Tu as été adopté, non ?» Bobby a encore dit « Oui », et l'étudiant a dit « Tu ne vas pas le croire, mais tu as un jumeau. Il s'appelle Eddie. Je suis le meilleur ami d'Eddie. » « Tu lui ressembles beaucoup, mais je savais que t'étais pas Eddie, » a-t-il dit. C'est ainsi que Bobby a découvert qu'il avait un jumeau nommé Eddie, dont il n'en savait rien jusqu'à présent. Sans perdre de temps, il est monté dans la voiture de l'ami d'Eddie, et ils ont conduit jusqu'à la ville où vivait Eddie. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Bobby a frappé à la porte. Un instant plus tard, quelqu'un qui lui ressemblait a ouvert la porte. C'était Eddie. Ils étaient tous les deux très surpris. Ils ont eu l'impression de se regarder dans le miroir. Bien sûr, il était naturel pour eux d'être aussi surpris. Si vous aviez grandi avec un jumeau, il ne serait pas aussi choquant de voir quelqu'un qui vous ressemble. Mais ils n'ont su qu'ils avaient un jumeau qu'à 19 ans et ne se sont rencontrés qu'à ce moment-là. C'était à l'époque d'avant Internet. Il y avait les journaux, la télévision et la radio. Lorsqu'un journal en a entendu parler, il a immédiatement envoyé un journaliste. Le journaliste a écrit sur Bobby et Eddie qui venaient de découvrir qu'ils étaient jumeaux. Un photographe a pris des photos d'eux. Quand l'histoire a été diffusée, tout le monde en parlait. Mais ce n'était pas fini. Il y a eu un autre rebondissement à l'histoire. Ailleurs dans le pays, une mère courut dans la chambre de son fils. Elle essaya de le réveiller. « David, lève-toi! Tu dois voir ça !» Elle criait et lui montrait le journal qu'elle tenait. David s'est finalement levé. Il a pris le journal à sa mère et a lu le titre. Des jumeaux séparés à la naissance se retrouvent après 19 ans. Il a regardé la photo de l'histoire. Lorsqu'il a réalisé que les deux personnes sur la photo lui ressemblaient, il a sauté de son lit. Lorsqu'il s'est calmé, il a appelé le journal, leur a expliqué sa situation et a demandé un numéro de téléphone où il pouvait joindre les jumeaux. Bien sûr, les gens du journal ont été surpris aussi. Ils lui ont donné le numéro d'Eddie. David a appelé le numéro. La mère d'Eddie a décroché. « Ils ne sont pas jumeaux, ils sont triplés, et je suis leur frère », a-t-il dit. Elle était si choquée qu'elle a laissé tomber le téléphone. Les triplés ont organisé une rencontre immédiatement. Même s'ils venaient de se rencontrer, ils ont tout de suite eu l'impression d'avoir grandi ensemble. Grâce à leur lien particulier, ils ne se sont jamais sentis étrangers les uns envers les autres. Tout le monde était intéressé par leur histoire. Ils ont été interviewés dans différentes émissions télé. Ils devenaient célèbres. Mais tout le monde dans le pays connaissait les triplés qui se sont retrouvés à 19 ans. Mais comment ont-ils été séparés en premier lieu? Tout d'abord, ils ont tous été adoptés. Une agence d'adoption privée de New York les a confiés à 3 familles différentes. Ces couples ne savaient pas que l'enfant qu'ils avaient adopté était un triplé. L'agence leur avait caché ce fait.
Après avoir appris ça, les familles adoptives se sont réunies et sont allées à l'agence d'adoption. Elles ont eu un entretien avec la direction. La première question était: pourquoi ne pas nous avoir dit que ces enfants étaient des triplés? Il était impossible de trouver une famille qui accepterait les 3 bébés. C'est pourquoi nous avons dû les séparer, ont-ils expliqué. Les 3 familles ont dit: si vous nous l'aviez dit, nous les aurions pris, nous les aurions pas séparés. Ils n'étaient pas satisfaits par l'explication de l'agence. Ils ont quitté l'agence en colère et frustrés. L'un des pères s'est rendu compte qu'il avait oublié son parapluie là-bas. Il est retourné le chercher. Il a vu quelque chose d'étrange quand il est retourné dans la salle de réunion. Il a vu les personnes qu'ils avaient rencontrées ouvrir une bouteille de champagne et trinquer. Les responsables de l'agence étaient en train de faire la fête. Il a pris son parapluie et est parti. Il a décrit ce qu'il avait vu aux autres parents. Bien sûr, ils étaient choqués. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils célébraient après un entretien aussi tendu. Des années plus tard, ils allaient apprendre que l'agence leur avait menti ce jour-là. Il y avait une autre raison pour laquelle ils les avaient séparés. Ils fêtaient le fait qu'ils avaient réussi à garder cette raison secrète. Quelle était cette véritable raison? Vous le découvrirez bientôt. À l'époque, les triplés étaient heureux d'être réunis après tant d'années. Ils ont emménagé ensemble. Chaque jour, ils voyaient à quel point ils se ressemblaient. Par exemple, ils ont découvert qu'ils aimaient le même type de vêtements, la même nourriture, les mêmes couleurs et même les mêmes marques. Le plus drôle, c'est qu'ils complétaient les phrases les uns des autres. Ainsi, même s'ils avaient grandi dans 3 foyers différents, ils se ressemblaient beaucoup. Les frères continuaient à apparaître dans des émissions télé en tant qu'invités. Ça les a rendus encore plus célèbres. Les gens dans la rue leur disaient: « Pourquoi vous ne faites pas un film? On veut vous voir sur le grand écran. » Les frères ont compris qu'il était temps de monétiser leur nouvelle célébrité et ont ouvert un énorme restaurant qu'ils ont appelé Triplets. Le restaurant était rempli, les gens voulaient voir les célèbres triplés. Les affaires étaient vraiment bonnes. Ils ont gagné plus d'1 million de dollars à la fin de leur première année. Pendant ce temps, un journaliste avait découvert quelque chose d'énorme. Un pédopsychiatre avait lancé une étude secrète des années auparavant. Pour ce projet, il avait passé un accord avec une agence d'adoption privée. L'agence allait séparer des jumeaux et les donner à des familles de statuts socio-économiques différents. Car le but de l'étude était de déterminer à quel point ils seraient différents s'ils étaient élevés dans des familles différentes. Le pire, c'est qu'ils cachaient à la famille adoptive le fait que leur bébé avait un jumeau. Vous avez compris, non? La mère des triplés a amené ses bébés à cette agence d'adoption. Dans le cadre de cette étude secrète, l'agence a donné les triplés à 3 familles de statuts différents. Pour mieux comprendre, examinons les familles de Bobby, Eddie et David. Le père de Bobby était médecin et sa mère était avocate. C'était un couple bien éduqué. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils vivaient dans un quartier riche. Le père d'Eddie était instituteur. Il n'était ni riche ni pauvre. C'était une famille de classe moyenne. Ils menaient un style de vie adapté à leurs revenus. Et enfin, la famille de David était de la classe ouvrière. C'étaient des immigrés. Ils étaient les moins éduqués parmi les parents. Ils tenaient une petite épicerie et avaient du mal à joindre les deux bouts. On voit donc clairement que l'un des triplés a été donné à une famille ayant un niveau de revenus et d'éducation plus élevé, une autre à une famille de classe moyenne, et le troisième à une famille à faible revenu ayant un niveau d'éducation plus faible. Il a également été découvert que les personnes qui menaient cette étude secrète rendaient régulièrement visite aux enfants. Ils effectuaient des tests d'intelligence et de personnalité qui duraient des heures. Ils les observaient dans leur vie quotidienne et prenaient des notes. Par exemple, pour voir s'ils avaient des différences dans leur coordination œil-main, ils filmaient les enfants jouant au frisbee. Ces visites ont duré, jusqu'à ce qu'ils aient environ 9-10 ans, puis elles se sont soudainement arrêtées. Alors pourquoi les familles ne s'étonnaient-elles pas de ces visites? Ce sont des tests que nous effectuons sur chaque enfant adopté. Nous devons suivre ces enfants en tant qu'agence, leur a-t-on dit, ce qui était faux. Comme on le sait maintenant, les tests étaient effectués pour l'étude secrète. Le journaliste qui a découvert cette horrible vérité a aussi trouvé les psychiatres derrière l'étude. Il a appris que l'étude a continué pendant environ 10 ans, puis a été arrêtée. Les résultats n'ont pas été communiqués au public, car on pensait qu'ils susciteraient une réaction négative. On sait tous que les documents relatifs à cette affaire restent scellés dans les archives de l'université de Yale. Le journaliste a aussi retracé les enfants utilisés dans l'étude et a rendu visite à ceux qu'il a pu trouver. Bien sûr, ils étaient tous adultes. Il a vu que les jumeaux séparés à la naissance souffraient d'une dépression chronique à des stades ultérieurs de leur vie, y compris les triplés.
ils avaient de très graves problèmes de santé mentale. Tragiquement, l'un d'entre eux, Eddie, est mort alors qu'il n'avait que 33 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Naomi. Tous les enfants aiment leur mère, mais j'aimais vraiment la mienne. Elle méritait tout l'amour du monde et plus encore. C'était fou de voir à quel point elle était gentille. Elle avait dû être mise au monde pour montrer aux autres comment être une bonne personne. Quand elle a accompli sa mission, Dieu l'a appelée. Elle avait un cancer, mais je ne l'ai pas su pendant longtemps. Mes parents me l'ont caché. Je pensais qu'elle était allée rendre visite à ma grand-mère, mais elle était à l'hôpital. Un jour, mon père est venu me chercher à l'école et m'y a emmenée. J'étais choquée de voir ma mère au lit. Elle avait l'air si malade et pourtant elle souriait encore. Mais elle avait du mal à parler. J'ai dû me pencher très près pour l'entendre. « Naomi, ma fille chérie, hélas, je ne serai plus là très longtemps, mais je continuerai à t'aimer. N'oublie jamais ça. J'ai demandé à ton père d'épouser parce que tu es encore si jeune. Tu as besoin d'une famille aimante pour grandir. S'il te plaît, aime ta nouvelle mère. Soyez une famille heureuse. C'est comme ça que je serai en paix. C'est tout ce que je vous demande. » C'est ainsi que ma mère m'a dit au revoir. Elle est morte quelques jours plus tard. J'étais vraiment triste, mais j'étais aussi en état de choc. Une semaine plus tôt, j'avais ma mère que j'aime avec moi. Et maintenant, je n'avais que 13 ans et elle n'était plus là. Il m'a fallu un certain temps pour le croire, mais j'ai fini par réaliser que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cette réalité. Un jour, quelques mois plus tard, mon père est venu me voir et m'a dit « Naomi, on va sortir dîner. J'aimerais te présenter quelqu'un. » Il avait l'air penaud en le disant. Il regardait le sol. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. « Je ne veux rencontrer personne !» Cette fois, il m'a regardée. « Chérie, j'ai promis à ta mère que je t'élèverais dans une famille aimante. » C'était le dernier souhait de ta mère. « S'il te plaît, comprends-moi, » a-t-il dit. J'ai hoché la tête en désespoir de cause. Il avait raison, puisqu'elle m'avait dit la même chose. Ce soir-là, j'ai rencontré Coralie. C'était une amie de mon père de l'université. Ils n'étaient pas très proches à l'époque, mais ils avaient repris contact grâce à Facebook. Elle était divorcée et avait une fille d'environ mon âge qui vivait avec son père. Ce seul fait aurait dû suffire à me dire qu'elle n'était pas une bonne personne. Comment une mère peut-elle quitter sa fille? Comment pouvait-elle la laisser vivre dans une autre maison? Je n'y ai pas pensé au début. En fait, je l'aimais bien. Elle semblait affectueuse et s'intéressait à moi. Elle m'a posé plein de questions sur moi. Elle était aussi très drôle. J'ai tant ri ce soir-là que j'en avais mal au visage. Sur le chemin du retour, mon père m'a dit « Tu l'aimes bien aussi, non ?» J'ai souri et j'ai hoché la tête. « Tu n'as pas à l'aimer comme ta mère. Ce n'est même pas possible. Tout ce que je te demande, c'est que tu lui donnes une chance, » a-t-il dit. Je ne sais pas s'il m'aurait écouté si j'avais dit que je ne l'aimais pas, mais je regrette toujours d'avoir été si positive à son sujet. Après ça, les choses sont allées très vite. Ils se sont mariés et Coralie a emménagé avec nous. J'avais maintenant une belle-mère. Ma mère et mon père voulaient tous deux que je l'aime. J'ai donc décidé de faire de mon mieux surtout pour ma mère. Mais j'ai vite compris que ça n'allait pas être possible. Coralie était comme la méchante belle-mère dans les contes de fées. Chaque jour, je découvrais une nouvelle chose que je n'aimais pas chez elle. Pour commencer, elle voulait tout contrôler. Elle ne voulait pas que la porte de ma chambre soit fermée. Chaque fois que je la fermais, elle l'ouvrait. Finalement, elle a fait enlever la porte par mon père. L'excuse était que la porte devait être peinte. Il s'est avéré qu'elle était aussi très égoïste. Son médecin lui a dit de consommer moins de sel ou plus du tout si possible. À partir de ce jour-là, elle a commencé à cuisiner sans sel. Elle ne voulait même pas qu'on ait du sel sur la table. Elle a dit qu'elle aurait été tentée, donc qu'on ne pouvait pas en avoir non plus. Elle avait aussi des obsessions bizarres. Par exemple, elle n'utilisait jamais les toilettes publiques. Elle pensait qu'elle attraperait toutes sortes de maladies si elle le faisait. Elle ne me laissait pas les utiliser non plus parce qu'elle disait que je ramènerais les bactéries à la maison. Quelquefois, je devais tellement faire pipi que j'ai dû courir chez moi. Un week-end, la fille de ma belle-mère, Emma, est venue chez nous après que mon père ait insisté. Je me méfiais d'elle à cause de sa mère. Mais j'avais tort car Emma ne lui ressemblait en rien. Il s'est avéré qu'elle était super cool et on a passé un bon moment. Je crois que Coralie n'aimait pas qu'on s'entende car elle me demandait de faire plein de corvées quand Emma et moi étions ensemble. Par exemple, papa sortait les poubelles le soir, mais pour la première fois, elle m'a demandé de le faire. J'ai dit « Papa le fera plus tard », mais elle a marmonné « Fais-le maintenant pour que ça ne sente pas ». Ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement d'autres choses. Elle m'a fait arroser toutes les plantes.
Elle m'a fait nettoyer la salle de bain après qu'elle ait pris une douche. Elle m'a fait aller acheter des piles pour la télécommande de la télé. Et des choses comme ça. On était surprises à chaque fois. Emma connaissait sa mère bien mieux que moi et a dit « On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Je suis sûre qu'elle a ses raisons, mais elle seule les connaît. » Ma belle-mère a continué à me traiter de la même façon les jours suivants. Je n'ai pas compris pourquoi. Je ne pensais qu'au fait que je m'entendais bien avec Emma. Je me suis dit qu'elle était probablement jalouse parce qu'elle ne s'entendait pas avec Emma, même si c'était sa mère. « Tu feras notre lit tous les matins », m'a-t-elle dit. Mais j'ai protesté. « Pourquoi ? Je fais déjà mon propre lit », ai-je répondu. « Tu dois apprendre à tenir une maison. Tu en auras besoin plus tard », a-t-elle dit, inventant clairement une excuse. Elle m'obligeait aussi à sortir les poubelles tous les jours. Même si quelqu'un venait nettoyer la maison 2 fois par semaine, elle me faisait quand même passer l'aspirateur partout, dépoussiérer les meubles et nettoyer les sols après l'école. Je ne pouvais pas dire non parce qu'elle trouvait toujours des excuses bizarres et n'arrêtait pas de parler jusqu'à ce que je le fasse. Parfois, je faisais ce qu'elle me demandait juste pour la faire taire. Ces excuses étaient acceptables jusqu'à un certain point. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle m'a dit de laver sa voiture. « Je ne laverai pas ta voiture, tu penses que je suis qui? Ta femme de ménage? C'est beaucoup trop !» ai-je crié. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Je ne savais pas comment réagir. Cette femme adulte pleurait comme un bébé. J'ai couru dans ma chambre. Si ma chambre avait une porte, je l'aurais claquée. Coralie a pleuré pendant des heures sans arrêt. Quand mon père est rentré, ses yeux étaient gonflés. Il était surpris et a demandé ce qui n'allait pas. « Rien », a-t-elle dit, comme si elle ne voulait pas lui dire. Mon père n'a pas arrêté de demander, alors elle a cédé et lui a dit ce qui n'allait pas. Apparemment, je la traitais comme une ennemie depuis le jour où elle a emménagé. J'étais irrespectueuse quand elle me parlait. J'essayais de me mettre entre elle et mon père. J'entendais clairement tout ce qu'elle disait. Elle inventait toutes sortes de mensonges, mais elle m'a mis dans une position si terrible que si je disais à mon père qu'elle mentait, c'était comme si je confirmais tout ce qu'elle disait. Mon père est venu dans ma chambre un peu plus tard. Il a juste dit « Je ne m'attendais pas à ça de ta part ». Ma belle-mère avait tout déformé, au point que le nier m'aurait fait paraître mauvaise. Alors, je n'ai rien dit. Le lendemain, en rentrant de l'école, ma belle-mère m'a tendu les clés de sa voiture en souriant. « Lave ma voiture si tu ne veux pas décevoir ton père une nouvelle fois », a-t-elle dit. Je l'ai fait, mais j'étais tellement en colère que j'ai pleuré. Je ne voulais pas qu'elle invente de nouveaux mensonges à mon père. En lavant la voiture, j'ai eu une idée. Si je me connectais à ses comptes de réseaux sociaux, trouverais-je quelque chose dans ses messages qui pourrait m'aider? Après avoir lavé la voiture, j'ai sorti la poubelle, nettoyé la salle de bain et sorti le linge de la machine à laver. Après un tas d'autres corvées, je suis allée dans ma chambre et j'ai appelé Emma. Je lui ai dit ce qui se passait. « J'ai besoin de ton aide », ai-je dit. Elle a dit qu'elle serait heureuse de m'aider. « Tu connais le mot de passe Facebook de ta mère ?»« Des suppositions ?» ai-je demandé. « Si c'est toujours le même, ce sont les 2 premières lettres du nom de notre chien et le numéro d'immatriculation de son ancienne voiture », a-t-elle dit. Elle l'a appelé et je l'ai écrit. Je tremblais de peur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai entré l'adresse email de ma belle-mère et le mot de passe que Emma avait deviné. Mais ça n'a pas marché. Puis, j'ai eu une autre idée. Je suis sortie et j'ai vérifié le numéro de la plaque de la voiture que je venais de laver. Je suis revenue et j'ai entré le nouveau numéro. Bingo! J'étais sur le Facebook de ma belle-mère. J'ai rapidement ouvert ses messages. Il y avait une longue conversation entre elle et sa sœur où elle décrivait en détail toutes les choses qu'elle m'a fait faire, tout ce qu'elle a dit à mon père et comment elle nous a tous manipulés. Ces messages étaient suffisants pour montrer qui elle était vraiment. Il y avait aussi un message de son ex-mari. Son ex, qui est le père d'Emma, avait écrit « Commence à vivre une vie honnête. Si tu te fais encore prendre, je ne ferai rien pour t'aider cette fois-ci. » Il était avocat, donc Coralie a dû être impliquée dans un comportement criminel. Mais je ne savais pas ce que c'était. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Quand mon père est rentré, je l'ai appelé dans ma chambre. Je sais que c'est mal, mais je n'avais pas d'autre choix. Tu dois lire les messages de Coralie sur Facebook, ai-je dit. Mon père s'est assis calmement et a tout lu. Il n'a rien dit. Il a juste pris quelques notes et fait des captures d'écran. Puis, il m'a embrassé sur le front et il est parti. Un peu plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je suppose que mon père ne voulait pas avoir cette conversation à la maison. Lui et Coralie sont sortis. Quand je suis allée me coucher, il n'était pas revenu. Quand je me suis réveillée, Coralie n'était pas à la maison. Pendant que j'étais à l'école, elle a fait ses valises et elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Naomi, tout ça a été de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je crois qu'on l'a échappé belle. J'ai parlé à l'ex-mari de Coralie. Il s'avère que c'est vraiment une psychopathe.
Des choses terribles auraient pu nous arriver à tous les deux. Heureusement, elle ne peut plus nous faire de mal. On va s'en sortir ensemble, a-t-il dit. Depuis, mon père et moi vivons heureux dans notre maison, avec ma merveilleuse mère dans nos pensées.